Et coucou et bienvenue sur ma chaîne. Écoutez, ça faisait un petit moment, j'ai décidé de revenir pour un petit tag, histoire de ne pas vous laisser non plus pendant trop longtemps sans vidéo. En même temps, souvent l'été, il n'y a pas trop d'activités quand même sur YouTube. Et puis, j'avoue que j'étais un petit peu prise par pas mal de choses. Et je suis également en train de mettre en place des projets qui me tenaient à cœur quand j'ai ouvert cette chaîne. Et que je comptais faire un petit peu, si j'avais un petit peu plus d'abonnés, histoire de soit fêter un certain nombre d'abonnés, soit tout simplement d'avoir un petit peu plus de participation. Mais je vois que ça ne vient pas. Et en même temps, ce sont des choses auxquelles je tiens vraiment, parce que vraiment, j'avais très envie de le faire. Et puis je me dis, écoutez, vous êtes quand même quelques-uns. Donc, écoutez, il n'y a pas de raison parce que moi, ça va me faire plaisir. J'espère que ça vous fera plaisir aussi. Mais du coup, je ne veux pas trop vous donner de détails tout de suite. En attendant, si tout se passe bien, le premier sera finalisé d'ici fin septembre. Je vous dis tout de suite, c'est un challenge, sans vous dire de quoi il s'agit. Et le deuxième, vous verrez bien d'ici fin octobre. Voilà. Donc, effectivement, j'ai été un petit peu... comment on dit ça en français? Ça y est, je perds de plus en plus mes mots en français. Par contre, ça commence à... Heureusement que vous êtes là, parce que sinon, je crois que j'utiliserai plus le français du tout. J'étais un petit peu busy, on va dire. Occupée. C'est bien, c'est à chaque fois que je dis le mot que ça me revient. Voilà, j'étais un petit peu occupée, j'ai eu pas mal de travail aussi, donc voilà, donc je suis désolée. J'essaie quand même de faire en sorte de ne pas avoir de trop d'espace entre les vidéos, dans la mesure du possible en tout cas. Et puis, écoutez, sur ce, j'ai décidé de vous faire un petit tag que je voulais faire déjà depuis longtemps, qui était sur la chaîne de Mladoria entre deux pages. Elle l'a fait il y a 2-3 ans. Ouais, c'est ça, à peu près 2-3 ans. Et qui est basé sur le livre Comme un roman de Daniel Pénac, que je pense beaucoup connaissent et que moi personnellement je connais de vue mais que je n'ai pas encore eu le plaisir de lire, et donc qui sont des règles autour des droits du lecteur. Donc j'ai trouvé que ça allait très bien avec le contexte en règle générale, et puis ça va me permettre de vous parler comme d'habitude de livres, voilà, pour changer. Et bien écoutez, sur ce, on va commencer tout de suite avec le numéro 1. Alors il s'agit le droit de ne pas lire, c'est-à-dire de ne pas avoir envie de lire un livre, ou tout simplement de ne pas vouloir lire un livre que tout le monde a lu parce que on l'a vu tellement passer que on n'a même plus envie de se donner un avis. Voilà. Alors pour celui-là, j'ai choisi Twilight parce que je le vois passer depuis des années, parce que je sais qu'il y a eu un très gros engouement. C'est peut-être un petit peu, c'est un lapsus je crois. Mais disons que moi personnellement, dès qu'il est sorti, ça ne me motivait pas forcément, et justement il y en a eu un tel pataquès que ça m'a donné encore moins envie. En plus de ça, même si c'est autour de vampires et que la thématique aurait peut-être pu m'intéresser, le côté histoire d'amour un peu gnangnan, j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai vu pas mal d'extraits des films, de choses comme ça. J'ai pas vu les films par contre. Alors peut-être que je juge trop vite, parce que peut-être que j'aimerais bien, mais sincèrement j'ai aucune envie de le lire. Voilà. Mais c'est vraiment, même des livres avec des thématiques qui me motivent pas beaucoup, des fois je me dis, dans quelques années, je vais changer d'avis. De toute façon, je change toujours d'avis, alors ça serait pas une surprise. Mais alors celui-là, voilà, c'est la même chose pour 50 Shades. Voilà. Là, j'avoue, cela, j'ai un petit peu de mal. Je pense que je ne me motiverai pas parce que je n'ai pas non plus envie de me motiver. Voilà. Donc il colle bien à la catégorie. Pour le numéro 2, alors il s'agit du droit de sauter des pages, ou un livre que vous avez lu en diagonale, donc en sautant des pages ou en le lisant vraiment très vite, c'est-à-dire juste quelques mots. Et pour celui-là, j'ai décidé de vous parler du Maître et Marguerite de Bulgakov. Alors c'est un roman russe, comme tous les Russes savent si bien le faire, c'est une brique, hein. Et c'est vrai que j'en avais beaucoup entendu parler. Il y avait un côté qui était critique de la société russe et en même temps un côté assez moderne. Et du coup, j'étais très intéressée par lire ce livre. Alors, je préfère en rassurer tout de suite parce que je sais que c'est un livre qui est plutôt très aimé. Est-ce que moi, je l'ai aimé? Alors oui, je l'ai aimé. Mais pourquoi j'ai lu en diagonale? D'abord, j'ai eu quand même du mal à le lire parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Voilà, moi je m'attendais à une histoire, d'autant plus que le résumé me vendait une histoire d'amour. Alors ça me faisait un petit peu peur, mais le côté société, le côté développement de la politique russe, etc. Enfin, il y avait beaucoup de thématiques qui m'intéressaient, qui étaient très centrées, alors si je me rappelle bien, parce que ça fait un moment, sur la fin du 19e, début 20e. Voilà, donc moi c'était vraiment ce contexte-là qui m'intéressait beaucoup.
Et du coup, je me suis retrouvée avec une histoire, alors je ne vends pas la mèche parce que si je me rappelle bien, on le voit très vite, où on plonge dans le surnaturel et on se retrouve avec un démon, et si je me rappelle bien, c'est carrément Méphisto, qui se balade dans les rues je sais plus, c'est de Moscou, de Saint-Pétersbourg. Alors ça, c'est des détails que j'ai un petit peu perdu, avec un chat, si je me rappelle bien, je ne sais plus si le chat était magique ou si c'était un autre démon, enfin bref, il y a tout un tas de trucs comme ça, on se retrouve à un moment donné avec des sorcières qui volent, enfin avec des trucs, et en même temps justement avec toutes ces histoires de politique et d'administration, sincèrement, j'étais paumée. Est-ce que j'aimais le bouquin? Oui, parce que j'étais curieuse, j'avais envie de savoir ce qui se passait, j'étais vraiment dedans, mais il se passait des trucs, des fois je fermais le bouquin, je me disais... Mais je suis en train de lire quoi là? Mais vraiment, vous savez, le genre de truc où vous avez un blanc dans la tête où vous dites mais c'est quoi ce truc? Et en même temps, dès que je l'ouvrais, je me mettais à fond dedans. Alors pourquoi est-ce que je l'ai lu en diagonale? Alors oui, il y a beaucoup de passages que j'ai lus en diagonale. Est-ce que ça a changé mon appréciation du livre? Je ne sais pas, mais je pense en avoir déjà un minimum parlé. J'ai un gros problème en ce qui concerne les sujets politiques et surtout l'administration et l'économie. Ce sont des sujets qui m'ennuient profondément. Et dans ce livre-là, il y avait des passages entiers qui étaient consacrés à ce type de choses. D'autant plus que les noms russes, il y avait beaucoup de noms russes, mais il faut savoir que les Russes, entre eux, ne s'appellent pas toujours de la même façon. Parce qu'il y a le nom officiel, il y a le surnom, et le surnom n'est pas donné de la même façon selon vos proches ou selon vos amis. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça. Et il y avait des moments où je ne savais plus qui était qui. Alors, vous rajoutez à ça les degrés de l'administration, de la bureaucratie et de choses comme ça. Et j'avoue aussi que pour cette période-là, je pense que je n'étais pas armée d'un point de vue historique pour vraiment comprendre toutes les nuances politiques. Alors vous mettez tout ça ensemble. Ça faisait une espèce de gloubi-boulga, et justement comme pour d'autres passages de l'histoire, même si j'étais larguée et que je me disais mais pourquoi est-ce qu'on a des cochons qui volent et à côté de ça on a des histoires de... Enfin bon bref... Et en même temps, justement, ces autres passages m'intriguaient tellement que j'étais à fond dedans. Et quand j'arrivais sur les trucs administratifs avec 36 000 noms, machin, en fait, je regardais combien de pages il y avait. Et quand je voyais que ça sortait pas de ça, genre pendant 20 pages, ben, je lisais une ligne sur 10, quoi. Alors, oui, j'ai lu 13 en diagonale. Et quand je dis, alors, est-ce que ça a influencé? Est-ce que je ne sais pas. Est-ce que c'est un livre que je relirai peut-être dans quelques années? Je ne sais pas, parce que je pense que... pour pouvoir peut-être l'appréhender correctement, il faudrait d'abord que je me renseigne aussi plus sur la politique de cette époque-là et surtout effectivement sur le système dans la société à cette époque-là. C'est-à-dire que ce ne sont pas juste les événements historiques qu'il fallait prendre en ligne de compte, mais également vraiment des choses beaucoup plus précises de comment était la hiérarchie, comment était... Voilà, moi c'est plus ce genre de choses. Et comme c'est quelque chose qui m'intéresse déjà pas à la base, est-ce que j'aurais envie, moi, d'approfondir ce sujet pour ensuite retourner dans ce livre? Je ne pense pas, voilà. Mais il n'empêche que j'ai apprécié ma lecture pour un truc où sincèrement c'était mal barré. Vu comment justement j'ai pris mon bouquin. Comme quoi, voilà. Numéro 3, alors il s'agit du droit de ne pas finir un livre ou ce livre qui est en plan depuis très longtemps et qui va sans doute le rester. Alors je suis en train de lire les tags, hein, enfin les petits points là. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien en note. Comme d'habitude, vous avez toujours toutes les infos qu'il vous faut. Hein. Alors, un livre que j'ai laissé en plan, alors il y en a plusieurs, mais il n'y en a quand même pas beaucoup que j'ai abandonné. Et bizarrement, il y en a un que je n'ai jamais abandonné dans ma tête parce que je me suis toujours dit que je le reprendrai un jour, mais ça fait plus de 20 ans et je pense que je ne le reprendrai pas parce que j'ai pas du tout envie de le reprendre. Il s'agit du Cercle de la Croix. Alors, je vais avoir un petit peu de mal, je suis désolée, mais alors entre... Il fait toujours une chaleur à crever ici. Mais entre l'air conditionné, le ventilateur, on n'a pas le choix parce qu'il fait tellement humide, on est obligé de les utiliser tout le temps. Et du coup, j'ai la gorge super sèche, super sèche pendant l'été ici. Donc je suis vraiment désolée. Vous allez m'entendre un petit peu, voilà. Puis de temps en temps, il y a la voix qui part un petit peu en sucette. C'est normal, je suis pas malade du tout. Donc, le Cercle de la Croix de Yann Pearson, quelque chose comme ça.
est-ce que je me rappelle de l'histoire? En fait, je me rappelle qu'il s'agit, enfin que ça tourne autour de l'histoire de la médecine. Alors moi, quand il s'agit d'histoire des sciences, c'est-à-dire comment elles se sont développées, comment elles ont été créées, les impacts qu'elles ont eu dans l'histoire, etc. Franchement, j'adore. C'est un sujet qui me passionne. Voilà. Donc du coup, je m'étais dit, alors ça, avec une enquête policière, machin, ça va bien passer dans le tas. Franchement, j'avais hyper envie de le lire, surtout qu'à l'époque, il avait eu beaucoup de succès. Et alors en fait, le gros problème, et moi c'est vraiment de ça dont je me rappelle, c'est que, alors je sais que, je suis pas aveugle, hein, voilà. Je sais qu'il y avait des expériences qui se faisaient sur des animaux, parce que bon, bah, comme d'hab, hein, pourquoi pas, hein, les animaux, on pense qu'ils ils ne ressentent rien, on s'en fout un petit peu, alors bon, les torturer un petit peu, histoire de faire des expériences, hein, ça va un petit peu avec le truc mûche. Bon, le problème, c'est que c'était tellement décrit et tellement détaillé, et en même temps, il y avait un côté tellement admiratif qui se dégageait du texte que moi, ça m'a beaucoup dérangé. Alors, est-ce que c'était l'admiration de l'auteur vis-à-vis de ce qui se passait? Je sais pas, je connais pas ce bonhomme, hein. Mais est-ce que c'était justement quelque chose qui était retranscrit parce que les personnes qui assistaient à ça avaient de l'admiration pour ce à quoi ils étaient en train d'assister, en train de voir? C'est peut-être ça aussi. Et à ce moment-là, ça veut dire que c'est très bien écrit. Mais moi, à un moment donné, quand ça insiste trop sur... je vous ai dit, hein, quand ça insiste trop sur... un animal qui est en train de souffrir et qu'on te le décrit et qu'une fois que cette pauvre bête elle est crevée, paf, on en prend un autre et on recommence. À un moment donné, j'ai envie de dire, alors je sais, comme je dis, je suis pas aveugle, je suis pas con non plus, hein, je sais que ça existe, je sais que ça a existé, mais par contre cette insistance là-dessus, moi à un moment donné ça me gonfle parce que j'ai envie de dire, en parler un minimum parce que malheureusement ça fait partie de ce qui s'est passé, et bon bah même si ça me fait mal au cœur, ça fait partie de l'histoire, mais on n'est pas obligé de se rouler dedans, voilà. Donc moi à un moment donné ça m'a gavé. Et du coup à chaque fois que je voulais reprendre le bouquin, j'avais toujours cette image de ce truc là qui me revenait, et je me disais non, aujourd'hui je suis pas d'humeur, j'ai pas envie d'avoir mal à l'estomac pendant toute la semaine après, je vais attendre un petit peu et puis quand je serai de meilleure humeur, voilà. Puis quand j'étais de meilleure humeur, je prends le truc et juste de le prendre, je me suis dit, oh non, je vais pas me sentir bien après. Voilà. Donc j'ai fait ça 36 000 fois. Nous sommes à peu près 20 ans plus tard. On avance avec une machine à voyager dans le temps. et je me rends compte que j'ai toujours pas envie. Parce qu'à chaque fois que je pense à ce bouquin, je pense toujours à ce passage. Et je suis complètement bloquée sur ce passage. Et comme en plus ça fait hyper longtemps, je serais obligée de recommencer le bouquin parce que je me rappelle de rien. Et j'ai pas envie de repartir à zéro pour être obligée de me refarcir ce passage. Et si je saute ce passage, puisqu'on parlait de lire en diagonale, mais qu'après c'est pour plus loin en avoir d'autres, parce que vu comme c'était écrit, j'ai l'impression que ça allait encore tartiner un minimum d'expérience de ce style-là, non. Voilà, j'ai pas envie. Quand j'ai envie d'être déprimée, façon de parler, hein, vous doutez bien que c'est pas au premier degré, mais bon, ce que je veux dire, c'est que quand je suis pas d'humeur et qu'en même temps j'ai envie de lire un truc un peu, justement, qui soit pas trop des arcs-en-ciel et des machins, je me prends un truc d'horreur ou je me prends un truc, mais vraiment super sombre et super... Mais ça, non. Ça passe pas. Alors pour le numéro 4, il s'agit de l'envie de relire, enfin du droit de relire, pardon, parce que tout lecteur a le droit de relire, ou la relecture qui vous fait le plus envie en ce moment. Alors je ne suis pas quelqu'un qui relit les livres en règle générale, ça m'arrive très très rarement, même si la vieillesse aidant, il semblerait que certains livres qui m'ont laissé une impression mémorable ou que j'ai absolument adoré, maintenant seulement, je commence à avoir envie de me replonger, pas tant... En fait, c'est pas vraiment l'envie de relire le livre que de me replonger dans une ambiance qui m'a fait beaucoup de bien au moment où je l'ai lu. Voilà, et donc vraiment, ça commence à me venir. Donc du coup, il y a de plus en plus de livres où quand je m'en rappelle, et d'autant plus en faisant des vidéos ici, où je me dis, oh, mais c'est vrai qu'il était vachement bien, en fait, j'ai envie de le relire. Bref. Alors, le livre, là, tout de suite, où je me dis que je vais le relire dans les mois qui viennent. Il s'agit de Kafka sur le rivage de Haruki Murakami. Alors, est-ce que c'est vraiment parce que j'avais adoré l'histoire? Alors, pas seulement, parce que je ne me rappelle pas grand-chose. À part qu'il s'agit d'un jeune homme surnommé Kafka,
qui fuit sa famille pour fuir une prophétie et qui donc va voyager de Tokyo jusqu'au Shikoku, et en sachant que les 3/4 de l'histoire se passent là où j'habite maintenant. En fait, c'est ça qui me donne envie de le lire, parce qu'à l'époque, je crois que je n'étais pas encore venue ici, même en vacances, et du coup, bon, bah, j'imaginais quand même à quoi ça ressemblait, j'avais déjà vu des images, des choses comme ça, mais c'est vrai que là, en fait, en habitant, je peux aller dans les endroits, je peux visiter les endroits, et du coup, je me dis, ça doit être une expérience assez unique que j'ai envie de faire, voilà. Alors, pour le numéro 5, le droit de lire n'importe quoi ou un souvenir de lecture de tout sauf un livre. Là, j'ai dû réfléchir un moment, parce que c'est vrai que je lis tout et n'importe quoi, mais c'est-à-dire que dès qu'il y a un truc à lire, en gros, quand je m'emmerde, je lis le premier truc qui me passe sous la main. Voilà. Ça peut être une bouteille de shampoing, ça peut être en fait un truc avec quelque chose écrit, je vais le choper, je vais le lire. Est-ce que souvent je comprends rien? Est-ce que ça m'aide ou est-ce que ça me permet de faire quoi? Non, du tout, mais voilà, c'est comme ça. Alors on va dire le droit de lire n'importe quoi, et qui est par contre vraiment une habitude et qui je pense m'a apporté quelque chose, c'est de lire les panneaux où que je sois. C'est-à-dire y compris dans des pays où j'apprends la langue, ou alors dont je ne comprends pas du tout la langue. Parce que j'ai remarqué, mais ça c'est après coup, parce qu'en fait c'est un automatisme, donc je ne me rends pas compte sur le moment. Mais j'ai remarqué que au bout d'un moment, il y a quand même des choses qu'on finit par comprendre, même quand on ne connaît pas du tout la langue. J'ai remarqué, alors quand je suis allée en Russie, d'autant plus que j'y suis allée plusieurs fois, c'est vraiment au moment où j'y suis allée que j'ai décidé de commencer à apprendre la langue dans l'avion. Donc j'ai commencé avec le cyrillique, etc. Et c'est vrai qu'après, je passais mon temps à lire tous les panneaux. Et c'était vachement bien parce que du coup, je pratiquais sans parler, mais en regardant tous les panneaux. Et il y a un côté un peu énigme, mystère, quand on ne comprend pas du tout. Puis quand on fait un effort, qu'on se dit, alors attends, ça c'est ça, ça c'est ça. Et que dans le coin des chiffres, un mot, et qu'on se dit, waouh! Et on a l'impression que c'est tout un mystère qui est résolu. Bref. Mais en fait, j'ai fait aussi dans des pays où je comprends rien du tout. Je l'ai fait en Chine, parce que en comprenant un minimum le japonais, du coup j'arrivais à comprendre, parce que c'est vrai que je comprends rien en chinois, hein, je parle pas du tout chinois, mais comme il y a des caractères en fait qui sont communs, du coup j'essayais de deviner à peu près de quoi il pouvait s'agir, en essayant de prendre le peu que je connaissais, éventuellement de découper par morceaux, des choses comme ça. Quand j'ai fait un voyage en Eurolines, je me rappelle, où je suis montée jusqu'en Estonie, et je me suis arrêtée au Danemark, je me suis arrêtée aux Pays-Bas, en Pologne, pour aller jusqu'en Estonie, et tout en bus. Puis à l'époque c'était pas les bus de maintenant, hein. Et c'est vrai que à chaque fois que je me balade dans la ville, pareil, je lis les panneaux, je lis les néons de rue. Est-ce que ça m'aide? Non, pas du tout, mais du coup j'ai remarqué que en sortant de France, il y avait quand même des mots que je comprenais un minimum, parce que ça ressemblait à de l'allemand. Et puis en m'éloignant vers les pays de l'Est, j'ai commencé à comprendre des mots parce qu'ils ressemblaient à l'allemand, pas au français. Et en fait, petit bout par petit bout, j'arrivais comme ça, une fois arrivée en Estonie, je me suis rendu compte que j'arrivais à comprendre un certain nombre de mots. Bon, c'est pas des super mots, mais genre, il y a souvent la rue du Pont, la place de l'église, et du coup, il y avait des mots où en fait, si j'avais été de la France à l'Estonie, j'aurais pas compris. Mais en faisant les étapes, du coup, morceau par morceau, j'ai réussi à retenir et j'arrivais à lire un certain nombre de choses. Bref, on va pas faire tous les panneaux du monde, hein, je vais pas non plus vous faire ça. Mais oui, aussi en Thaïlande, dans des trucs qui étaient pas traduits. L'alphabet est complètement différent, alors lui je connais pas du tout. Mais pareil, il y avait certains types d'endroits où je retrouvais certains caractères qui se ressemblaient. Et au bout d'un moment, que j'enregistrais. Et même si je ne comprenais pas le sens là par contre, mais du coup, quand j'avais des directions à prendre, je pouvais retrouver la direction grâce à ça. Bref, je ne vais pas vous parler de panneaux pendant des heures, mais vous avez compris l'idée. Voilà, moi c'est mon truc. Je pense que pour le lire tout et n'importe quoi, c'est mon numéro 1. Voilà. Numéro 6, le droit au bovarisme. Moi déjà on me dit bovarisme, déjà ça me donne de l'urticaire. Bref, mais ça vous le savez déjà. Alors, maladie textuellement transmissible ou votre livre refuge face à la réalité. Alors ça, c'est très compliqué justement parce que je ne relis pas les livres en règle générale. Donc, est-ce que j'ai déjà eu un livre refuge? Non. Est-ce que j'ai eu des thématiques refuge? Oui.
Parce que je pense que comme beaucoup, ça dépend de l'humeur. Il y a des moments où vous êtes d'humeur à lire un certain type de choses, soit pour vous sentir mieux, soit pour rester dans une ambiance, soit... Voilà, moi ça fonctionne plutôt comme ça. Donc j'ai jamais vraiment eu de livre refuge. J'essaie de me rappeler de quand j'étais petite. Je sais qu'il y a des livres que j'ai relus par contre quand j'étais petite. En même temps, j'avais pas 50 millions de livres, dont une histoire avec une sirène verte d'ailleurs. Et je crois que ça doit être celui que j'ai le plus lu quand j'étais petite, mais est-ce que c'était un livre refuge? Non, juste j'adorais l'histoire, mais je ne qualifierais pas de refuge. Voilà. À la limite, je pourrais citer le Silmarillion, parce que c'est le livre que j'ai le plus relu jusqu'à maintenant. Je l'ai lu peut-être 5-6 fois. Est-ce que c'est un livre refuge pour autant? Je ne sais pas, je ne sais pas. En fait, j'ai un peu de mal avec ce truc-là parce que personnellement, ce sont les livres en soi qui sont un refuge. C'est ce vers quoi je vais quand j'ai envie de me changer les idées, de changer de monde, mais c'est pas un livre en particulier. Voilà. Faites-en ce que vous voulez. Alors, le numéro 7. Le droit de lire n'importe où ou l'endroit le plus insolite pour vous pour lire. Alors ça aussi j'ai trouvé que c'était un petit peu compliqué parce qu'au final des endroits qui sont insolites pour les uns ne le sont pas du tout pour les autres. Est-ce que lire dans un jardin c'est insolite? Pas du tout. Sauf que pour moi par exemple je le fais pas souvent. Donc est-ce que c'est insolite? Oui, un petit peu. Lire aux toilettes, est-ce que c'est insolite? Non, pas du tout. Je pense que tout le monde le fait. Alors éventuellement, on va dire dans ce que je fais le moins souvent, je dirais dans mon bain. Pourquoi? Parce que à la base, j'aime pas prendre des bains. Voilà. Je suis une personne qui s'ennuie très vite et ça me donne toujours envie quand je vois des gens dans leur bain en train de lire un bouquin avec les petites bougies, le petit machin, ça a l'air tellement cosy et sympa. J'ai essayé à l'occasion, surtout depuis que je suis au Japon en fait, parce que au Japon, il y a, en fait, on peut trouver au supermarché, puis c'est pas cher du tout, vous savez, de l'argile et de la poudre qui vient directement des onsen, et donc qui sont très bonnes pour le corps et la peau. Et je me suis dit, bon, d'une certaine façon, je vais me forcer un petit peu, mais alors en hiver, parce que moi, je comprends pas qu'ils prennent des bains chauds en été. Ouais. Là, déjà, je suis en train de transpirer, je me dis, non, mais je rentrer dans un truc chaud, j'ai la tête qui tourne rien que d'y penser. Mais eux, ils adorent ça, bref. Et effectivement, donc c'est vrai qu'avec ça, je me suis forcée de temps en temps, parce que je me dis, bon, ça fait quand même du bien, c'est voilà, c'est bon pour la santé. Je me dis, bon, allez, on va... Et donc, du coup, je me prépare tout mon merdier, comme tout le monde, hein, je vois ça dans les images, les trucs, je me dis, bon, on va faire ça cosy, ne serait-ce que pour en profiter. Je suis une personne qui s'ennuie très vite. Et la préparation du bain, tout ça, c'est sympa, mais une fois que j'ai mon cul dedans, au bout de 2 minutes, je me dis, bon, je m'en fous, quoi. Voilà, donc du coup, c'est vrai qu'avec ma liseuse, heureusement qu'elle est waterproof, bon pour l'instant je l'ai pas encore fait tomber, mais alors du coup j'essaye de lire un petit peu, machin, mais bon, je m'agite un peu dans mon bain parce que je me force un petit peu. Tout ça pour dire que pour moi c'est l'endroit le plus insolite, mais pour les autres ça n'est certainement pas. Je sais que il y a plein de gens qui bouquinent dans leur bain, je sais que mon frère il adore bouquiner dans son bain, je sais pas pourquoi moi ça me... Mais je me force à l'occasion, voilà. Donc à partir du moment où je me force, on va considérer que c'est insolite pour moi. Voilà. Numéro 8, le droit de grappiller. Alors le droit de grappiller ou le livre que vous avez savouré par petits bouts, donc là je vais en faire revenir un que vous devez déjà connaître par cœur avec moi. Le problème à 3 corps. Alors, je vais juste faire une petite mise au point pour que vous sachiez où j'en suis avec cette foutue trilogie. Je ne l'ai toujours pas terminée. Parce que justement, depuis que je l'ai commencé, je la savoure. Quand je la prends, heureusement qu'en fait, j'ai pas trop de temps pour lire justement quand je suis dans ce bouquin. Parce que quand je la prends, je ne le lâche plus. C'est vraiment par obligation. Mais quand je le pose et que je dois partir au travail ou machin, quand je reviens, j'ai pas envie de le reprendre parce que je me dis si je le reprends, je vais avancer trop vite. Résultat des courses, ça fait 3 ans que je lis cette trilogie, que je ne l'ai toujours pas terminée. Mais attention, cerise sur le gâteau pour être sûr de bien le savourer. Et en plus, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps où je me disais que finalement rien ne m'empêche de le relire au final quand je l'aurai terminé. Mais en fait, j'ai déjà commencé à le relire. Donc j'ai déjà relu le premier tome et je suis à la moitié du 2e tome en sachant que j'ai déjà entamé le 3e tome que je n'ai pas terminé. Voilà. Donc si pour moi il y a un symbole de grappillage littéraire, c'est clairement celui-là. Voilà. Le suivant, le droit de lire à voix haute, ou le livre que vous avez lu à haute voix, seul ou pour quelqu'un. Alors en règle générale, je ne lis pas à voix haute.
Sauf quand j'étudie, mais alors ça n'a rien à voir, quoi. Hein, voilà, c'est juste moi qui me parle à moi-même toute seule. C'est complètement différent. Par contre, lire une histoire à voix haute, non. Depuis, par contre, que j'enseigne à des enfants, je le fais à l'occasion parce qu'on est censé avoir des moments de lecture, des choses comme ça. C'est des histoires genre avec 4 pages, quoi. Je vais pas forcément vous citer ça, en plus c'est pas forcément des histoires qu'on a traduites, puis je sais même plus ce que c'est moi. Hein. C'est toujours les mêmes choses, mais en même temps je me rappelle plus bien, voilà. Alors à la limite, celui que je pourrais vous citer, c'est Le bal des voleurs. Je sais plus qui ça craint. Parce que quand j'étais au lycée, j'ai fait du théâtre. Et c'est l'une des pièces que j'ai jouées. Voilà. Donc forcément, vu que j'ai dû jouer cette pièce de théâtre, par la force des choses, je l'ai lu à voix haute. Voilà, je pense que ça colle et puis de toute façon, voilà, j'ai pas grand chose d'autre pour cette catégorie. Et pour la dernière, il s'agit du droit de nous taire ou le livre pour lequel vous n'avez pas les mots en bien ou en mal. Là aussi, je choisis un livre dont je ne vous ai pas encore parlé, à juste titre, justement. Il s'agit de L'année de la mort de Ricardo Reis de José Saramago. Alors, encore une fois, je vous dis dès le début que j'ai aimé ce livre. Voilà, parce que ça, des fois en fait ça n'influe pas. Le fait d'avoir, comme tout à l'heure, sauté des pages ou lire en diagonale ou là, de ne pouvoir rien en dire, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas aimé le livre. Alors pourquoi je n'ai rien à en dire? C'est un livre qui est compliqué. C'est le seul que j'ai lu de Saramago. Alors je ne sais pas du tout si c'est... Ce que j'en ai tiré, c'est que ça m'a donné envie de lire du Fernando Pessoa, qui est un poète portugais ou brésilien, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je ne sais plus. Et apparemment, Ricardo Reis était l'un de ses pseudonymes. Et donc, en fait, dans cette histoire, le pseudonyme est utilisé pour personnifier d'une certaine façon le caractère de Fernando Pessoa. Bref, c'est l'histoire de quelqu'un qui habitait en Amérique latine, qui s'appelle Ricardo Reis, qui va venir à Lisbonne. Et on va suivre son histoire. Alors justement, vous voyez déjà bien comment je suis en train de galérer pour juste vous raconter l'histoire parce que je suis même pas sûre de ce que je raconte. C'est très très difficile à décrire. En fait, je ne peux tout simplement pas vous décrire l'histoire parce que je la trouve très difficile à décrire sans divulguer quoi que ce soit, mais en même temps il se passe pas grand chose en fait dans tout le bouquin. Et pourtant j'ai beaucoup apprécié l'écriture. J'ai trouvé l'écriture extrêmement belle et agréable. Je me rappelle qu'il y avait des passages que j'ai trouvés mais vraiment magnifiques, en particulier la description de la ville, des paysages. Ça m'a donné envie d'ailleurs de retourner à Lisbonne, que malheureusement je connais pas très bien, puisque quand j'y suis allée, je suis pas restée assez longtemps. Mais voilà, en fait c'est plus le genre de livre qui laisse une impression, mais du coup aussi quelque chose de tellement personnel que c'est très très difficile en fait de poser avec des mots que tout le monde puisse comprendre. Alors je vous dis, ouais, il y a des belles descriptions, bah oui, tout le monde le comprend, mais est-ce que ça véhicule vraiment en fait ce que j'ai ressenti en lisant le livre? Non, parce que c'est pas juste la beauté des descriptions, c'était les mots, c'était tout un tas de choses, et puis l'écriture est très très bizarre. Moi j'avoue, quand j'ai lu les 2-3 premières pages, je me suis dit, aïe aïe aïe, ça va être compliqué à lire ce truc là, parce que je crois qu'il fait 400-500 pages, hein. Il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de paragraphe, il n'y a pas de dialogue dans le sens où les dialogues sont dans la narration. Donc en fait, il faut deviner quand ça passe de la narration au dialogue. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça c'est le truc là, c'est le genre de choses où c'est bon pour être étudié, mais alors est-ce que c'est bon pour être lu en tant que livre? Et en fait non, sincèrement, la lecture est très bien passée, j'ai passé un très très bon moment. Mais oui, j'ai pas grand chose à en dire parce que d'ailleurs ça m'intéresse si vous avez déjà lu du Saramago. Je crois que c'est L'Aveuglement qui est le plus connu de lui, mais si vous connaissez cet auteur, éventuellement Pessoa, parce que du coup depuis j'ai pas non plus lu Pessoa, mais le nom m'est resté dans la tête à cause de ça, parce que même si je connaissais, enfin j'avais déjà entendu parler avant, mais je ne savais pas bien qui c'était, mais il m'a donné très très envie de le lire. Donc du coup, alors oui, je viens de vous en parler un minimum, mais parce que bon, un livre dont on n'a rien à dire, faut quand même que je vous explique le pourquoi. Mais réellement, non, j'ai rien à en dire parce qu'il est très très difficile à décrire. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, il n'a été dans aucune de mes vidéos, parce que voilà quoi. Écoutez, c'était le 10e point, et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Je vais également d'ailleurs, alors rien à voir, donc pour ceux qui veulent arrêter,
à bientôt. Mais j'ai fait un petit entretien avec le site de Babelio où je parle de la ville de Takamatsu et de la littérature japonaise en règle générale. Donc s'il y en a que ça intéresse, je vous mettrai également le lien parce que l'entretien est sorti aujourd'hui. Si vous êtes sur Babelio, vous l'aurez en première page. Et puis sinon, bah voilà, je vous mets le lien, comme ça vous pourrez aller jeter un œil au cas où ça vous intéresse. Puis sinon, c'est pas bien grave non plus. Mais je suis pas sûre que ça vous donne beaucoup d'idées puisque la littérature dont je parle est vraiment très basique. Mais bon, voilà. Puisque c'est fait, hein, allons-y, pourquoi pas, j'étale mes connaissances. Voilà. Ben, écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y a pas mal de choses qui arrivent, malgré mon temps un petit peu serré. Donc, ne vous en faites pas, je ne vous oublie pas, je suis toujours là. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.